bonjour, bon après-midi. Merci de là où vous soyez ce matin. Merci de vous être joint à cette séance sur l'agriculture résiliente au changement climatique avec les pratiques des agricultures sur le terrain. Avant de commencer, on va offrir un service de traduction simultanée en français pour cette séance. Cliquez sur le bouton au bas de votre écran, marquez interprétation et vous devrez choisir la langue, votre préférence, que ce soit l'anglais ou le français, puisque il y aura des présentateurs dans les deux langues. Il faut que vous choisissez une langue, à moins que vous compreniez les deux, bien sûr. Donc, choisissez le bouton approprié. On voudrait aussi noter que cet événement sera enregistré. J'espère que vous n'y avez pas d'inconvénients. Et pour me présenter, je m'appelle Jennifer Meyer. Je suis la responsable ou le conseiller euh, pour ProWash et Scale. Ma collègue Christine vous en parlera davantage dans quelques minutes, mais avant les présentateurs, on a Kristen et Lambert, on a Warren Brush, euh, on a Jonas Ruanica, le conseiller pour l'agriculture résiliente au changement climatique. On a Fortine Tafrenika Decker, Evelyne Laluedo, chargée de programme pour African Women Rising. On va commencer aujourd'hui par un tour d'horizon sur la conception de résilience dans les petites exploitations agricoles. Après, on entendra des réflexions d'expérience de trois organisations exécutantes, Mercy, Core, Takunda et Africa Women Rising. Très bien. On va offrir des différentes perspectives pour des différents objectifs. On va marquer une pause pour les questions. Utilisez la boîte de questions et réponses pour poser des questions aux présentateurs. Avant de commencer la présentation, on voulait faire une enquête rapide pour savoir combien de vous aviez utilisé des approches de l'agriculture résiliente au changement climatique auparavant. Vous verrez là l'enquête et la première question était quelles sont les méthodes d'agriculture résiliente au changement climatique avez-vous utilisé? Il y a plusieurs options. L'agriculture de conservation, la conception de résilience, le permagérdin, le pronostic météorologique, l'agriculture régénératrice, la conservation des sols, d'autres. Il y a plusieurs pratiques. Là, et si vous choisissez autre, écrivez votre réponse spécifique sur le chat pour qu'on ait une idée des approches spécifiques ou aucunement. C'est aussi bien. Très bien. On voit beaucoup de conservation de sol, agriculture de conservation, l'agriculture régénératrice. Et beaucoup de gens utilisent la conception de la résilience et les permajardins, c'est très bien aussi. Donc, la deuxième question, c'est si vous avez employé les méthodes dans des environnements arides, pluvieux ou les deux. Et là, je vois des réponses aussi. Beaucoup ont dit dans les deux, c'est très intéressant. Et à nouveau, le contexte de l'urgence ou pour le développement, enfin, face à des urgences, des cas d'urgence ou pour le développement. Je vois les deux. C'est très intéressant, ça aussi. Et la dernière question, c'est sur une échelle de 1 à 10, alors que 10 c'est le plus réussi, jusqu'à quel point, à votre avis, ont été ces approches?
pas mal de parmi vous disent que elles ont pas mal réussi. C'est bien. D'autres vers le bas de l'échelle. Je veux vous donner suffisamment d'opportunités pour répondre. Ça a été très utile. Merci de nous avoir donné un panorama de qui a fait quoi et qui est présent et dans quel contexte. Très bien. Je pense qu'on peut fermer cette enquête et je vais passer la parole à Christine pour lancer le bal ce matin. Merci. Est-ce qu'on pourrait passer à la diapo suivante? Je vais vous donner un peu de euh, antécédents sur ces approches. Je voudrais euh, vous partager un peu sur ProH et Scale et pourquoi on parle de ça. Donc, en résumé, ProH et Scale est un euh, prix, enfin une subvention de 4 ans qui a été mise en œuvre par Save the Children et Mercy quand on collabore avec des partenaires du BHA et non du BHA dans des contextes d'urgence et non d'urgence. Il peut y avoir plusieurs objectifs, le renforcement des capacités, la recherche, les apprentissages et aussi pour partager les connaissances comme maintenant, pour que les praticiens apprennent les uns des autres. Donc, il y a plusieurs domaines, l'agriculture, la gestion de ressources naturelles, les marchés, les moyens de subsistance, WASH et les ressources en eau. On dirait que l'image s'est coupée. On s'est gelé, excusez-nous. Est-ce qu'on a perdu Christine? Je m'excuse, j'ai été perdu, mais est-ce que je suis revenu? Oui, ok. Peut-être pas. Christine, voulez-vous que je continue à votre place? Donc, juste pour boucler cette diapo, Christine, je vous le... Oui, excusez-moi, Jen. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Oh, je, On vous entend. euh, oui, je m'excuse. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je vous entends. Maintenant. Très bien, très bien, je m'excuse. Bon, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez voir ici les domaines techniques et notre objectif intégral qui est de améliorer l'impact, la durabilité et l'extensibilité des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire. Et là où on opère, les, euh, les foyers sont confrontés à des pressions pour augmenter le rendement sous des conditions de plus en plus difficiles, y compris les impacts du changement climatique. Et si la résilience face au changement climatique ne fait pas partie de la solution, on ne peut pas s'améliorer. Donc, avant, sous le programme La nourriture pour la paix, la conception de résilience et le permajardin étaient deux manuels, deux guides qui ont été imprimés euh, pour le programme de USAID et les contextes de mise en œuvre. Et au fil des années après la fin de ce programme, on a continué à nous focaliser sur l'agriculture résiliente et avec des partenaires d'exécution de par le monde
avec des différents organismes mondiaux pour mettre en œuvre ces approches et d'autres manières d'une agriculture résiliente au changement climatique qui nous a donné beaucoup d'approches novatrices et beaucoup d'apprentissage pour offrir des ressources pratiques et des études de cas. On peut vous donner un lien pour que vous y ayez accès. Et maintenant, je vais passer la parole à Warren pour parler un peu de chacune de ces approches. Très bien, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Et oui, le raisonnement derrière ces deux approches est vraiment euh, de faire face aux questions de la dégradation des sols qui causés par des extrêmes climatiques et pour les aborder à travers un processus de conception spécifique au lieu. Et on a constaté que plusieurs programmes ne fonctionnent, ne travaillent pas avec les programmes de production agricole qui restaurent les paysages, mais en fait qui dégradent les paysages. Et donc, une des choses qu'on a fait à Scale et même avant avec TOPS, qui étaient les mots employés avant Scale, qui a abordé cela depuis plus de 9 ans, c'est qu'on a tiré profit de plusieurs mouvements de régénération de par le monde, de la permaculture, l'agroécologie, la maille de d'alimentation par les sols pour développer un processus moyennant lesquels les environnements d'opération pouvaient comprendre et programmer les pratiques les plus régénératrices sur le terrain. Et donc, à partir des années, à travers des années de formulation, on a construit cette approche, ce matériel de soutien qui l'accompagne pour aborder comment cultiver beaucoup de nourriture dans un espace petit, même dans un espace communautaire, même des exploitations agricoles intenses en nutriments pour voir comment, à travers une bonne planification avec des plantes à court terme et à long terme qui peuvent vous donner des revenus et une nutrition pendant toute l'année. Le cycle de déchets ménagers, on construit des systèmes de sol, on ne travaille pas que avec de la conservation des sols. Et donc, une des choses qu'on constate, c'est que lorsqu'on commence à approcher le processus de conception d'un site, que ce soit un foyer ou une exploitation agricole, si on aborde l'hydrologie, très souvent on constate que les programmes n'examinent pas ce qui se passe avec l'eau sur le site, mais si on peut ralentir, euh, amplifier, faire descendre et épargner ou économiser, on peut vraiment l'eau, on peut créer des systèmes qui amortissent les extrêmes climatiques et ces mini-environnements produisent de la nourriture toute l'année. Et la manière dont on fait ça, c'est à travers une série de principes, et je ne vais pas les énumérer tous, mais que vous soyez sur un terrain sec ou la partie la plus humide du Congo, vous pouvez appliquer ces principes, même un, un morceau de terre d'1 kilomètre peut avoir une conception basée sur ces principes. Ces systèmes basés sur les principes créent les interactions qui stabilisent le paysage. Et donc, voilà. Donc, je vais finir par quelques photos. Voici, c'est au milieu d'une saison sèche en Somalie où on travaille avec une agence. Il y a eu plus de 20
organismes différents qui ont adopté et ont utilisé le permajardin et la conception résilience, donc le Danish Refugee Council. Ici, on arrive à alimenter les gens dans un espace de 10 jours. L'idée qu'il faut du temps pour réaliser une, une nourriture biologique régénératrice, et c'est pas vrai. Si on utilise cette conception, on a des retours de rendement immédiat. On va passer très rapidement, mais là, c'est vous pouvez voir la diapo d'avant. C'est dans un programme de Mercy Corps, un programme merveilleux de Permanche Jardin. Et si vous voyez la première diapo, vous voyez que les sols ne sont pas aussi bons. Et donc, dans la prochaine diapo, vous voyez que si on stabilise l'hydrologie, on a pu cultiver beaucoup d'aliments, plus que les fermiers avaient jamais vu auparavant. Et en dernière. Voici la Tanzanie où on travaille avec un foyer pour créer ce qu'on appelle une forêt de nourriture. Regardez bien, vous voyez la cuisine, tout l'eau qui sort de ce paysage entre dans cette zone et donc là, vous voyez que dans un espace de 18 mois, la femme dont c'était le ménage est complètement stable nutritionnellement et avec des revenus. Je voulais vous donner quelques exemples de la vie réelle, que c'est différent que plusieurs programme agricole. C'est très abondant et on a beaucoup d'outils pour vous aider à y arriver. Merci, Warren, c'est excellent. Surtout ces photos qui sont assez illustratives et tristes. Donc, je passe la parole à Jonah qui va partager quelques perspectives des programmes. Oui, merci beaucoup, Jennifer, de m'avoir accordé la parole. Je suis vraiment très content de pouvoir m'adresser à toute l'audience pour partager notre expérience sur la façon dont Mercy Corps maximise au fait l'utilisation de l'approche dans ses programmes. Next slide. Je vais devoir au fait commencer par parler de l'échelle de mise en œuvre. Next slide, please. Oui, en fait, en parlant en fait des échelles de mise en œuvre de l'approche, Mercy Corps en fait met en œuvre cette approche sur deux échelles différentes, la petite échelle et la grande échelle. En fait, à petite échelle, l'approche soutient une production sur des superficies agricoles plus petites, tandis qu'en fait, à grande échelle, Mercy Corps soutient une production sur de très grandes superficies agricoles, les terres communautaires ainsi que le paysage. Next slide. Alors, quel est le bénéfice maintenant que les producteurs ou bien les participants à nos programmes tirent lorsqu'ils mettent en œuvre cette approche? Alors, sur base au fait des échanges que nous avons effectués avec un groupe important de participants des programmes, nous avons réalisé que vraiment leurs impressions sont très, très, très positives par le fait que les stratégies au fait qu'ils mettent en œuvre leur permettent de réduire les coûts de la production agricole, de renforcer leur résilience face aux chocs et au stress climatique, de lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, de réduire les conflits liés à la terre, de renforcer la cohésion sociale, favoriser la croissance économique et l'autonomisation, et j'en passe. Next slide. Next slide, please. Alors, parlant des contextes de mise en œuvre, vous allez comprendre avec nous que Mercy Corps met en œuvre cette approche dans deux contextes différents. Comme l'a dit Christine, le premier contexte, c'est le contexte d'urgence et le second, c'est le contexte de développement durable. Alors, partant du contexte d'urgence, je vais devoir fournir quelques exemples où l'approche a été implémentée et créer un impact direct sur la communauté.
Next slide, please. Alors, comment l'approche a pu contribuer à améliorer l'accès aux aliments dans un contexte de conflit ou contexte d'urgence? Les programmes PES et FAISE en République démocratique du Congo en sont vraiment une preuve. Alors, ces deux programmes ont été conçus et basés sur les aides alimentaires d'urgence, mais stratégiquement, ils ont couplé cette assistance avec un soutien au secteur agricole comme activité supplémentaire, capable de permettre les participants de pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de manière indépendante, surtout à l'absence ou bien en cas de retard de distribution des vivres. Alors, grâce à cette approche, le programme a soutenu l'installation des jardins permanents des cases et des jardins permanents d'activités génératrices de revenus, avec un accent particulier sur la plantation des espèces locales à croissance rapide et à la maximisation d'utilisation des ressources naturelles et artificielles qu'ils ont pu trouver localement. Ces activités ont eu vraiment un impact très significatif sur l'autosuffisance alimentaire et la création des revenus, ayant permis bien sûr aux participants de pouvoir créer des AVEC ou bien des VSLA alimentés par les revenus issus de la vente des légumes en provenance des jardins qu'ils ont créés autour de leur case. Next slide, please. Alors, comment l'approche a pu contribuer à réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle persistante dans un contexte post-conflit? Ici, je vais devoir parler des résultats du programme Apollo qui a été implémenté dans la zone de Karamoja en Ouganda, où le programme en fait, a mis en œuvre cette approche dans un contexte post-conflit, comme je venais de le dire tantôt, où les communautés étaient vraiment touchées par une insécurité alimentaire et la malnutrition aiguë. Alors, grâce à l'approche, les participants du programme ont reçu un soutien sur un système de production bio-intensif d'une gamme très variée des aliments nutritifs dans des jardins permanents des cases, ce qui a largement contribué à améliorer la disponibilité alimentaire hautement nutritif, contribuant ainsi à réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle aux ménages participants du programme, ainsi qu'à d'autres ménages qui ont copié ces stratégies pour aller les dupliquer chez eux. Next slide. Alors, comment l'approche a pu renforcer la résilience des communautés face aux chocs et au stress climatique? Ici, je vais devoir partager avec vous l'expérience de deux programmes. Le premier étant le programme Elevate, implémenté au Zimbabwe, et le second étant le programme Ready Plus, implémenté au Timor-Leste en Asie du Sud. Comme dans les contextes des conflits armés, ces programmes ont été conçus pour venir en aide directement les communautés touchées par les chocs et le stress climatique en leur distribuant en fait des aliments ou bien des vivres. Mais ces deux programmes ont en même temps envisagé les activités agricoles comme une stratégie d'adaptation à la sécheresse. Et l'approche a vraiment renforcé les compétences des producteurs ou bien des participants des programmes sur des technologies clés d'adaptation, du genre technique de stockage et de sauvegarde de l'eau sur les exploitations agricoles, les technologies de fertilisation biologique des sols, les plantations bio-intensives et diversifiées des espèces rustiques et plus résilientes, des structures d'ombrage des cultures et j'en passe. Alors, la différence entre ces deux programmes se situe au niveau de la durée. Le programme Elevate avait en fait une durée d'une année seulement, tandis que le programme Ready Plus du Timor-Leste, c'était un programme de 3 ans. Alors, notre approche étant considérée comme une approche adaptative, le curriculum de formation était presque le même sur les deux programmes, à la seule différence que le programme Elevate
a plus intensifié la stratégie et orienté sa stratégie sur la culture des espèces à croissance plus rapide et à petite échelle, capable au fait d'être évalué sur une courte durée, tout en intégrant bien sûr aussi d'autres espèces pérennes dans les systèmes d'exploitation agricole. Mais de l'autre côté, pour le programme REDI+, il s'est concentré sur l'intégration des espèces à durée de croissance un peu variée, et cela pour une durée un peu plus grande, capable au fait d'être évaluée sur une durée un peu plus longue. Next slide. Alors, comment l'approche a pu soutenir les résultats liés à la santé et la nutrition? Permettez ici que je puisse partager avec vous l'expérience issue du programme FSP implémenté en République démocratique du Congo, où l'approche a été utilisée pour contribuer à améliorer les résultats liés à la santé nutritionnelle des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des femmes ayant des enfants de moins de 5 ans à travers la création des potagers permanents autour de leur ménage. Ces potagers permanents familiaux étaient conduits à petite échelle pour une production bio-intensive et une consommation domestique. Mais une fois implémentés à grande échelle, ces potagers permanents étaient considérés au fait pour générer seulement des revenus afin de permettre au fait les membres des ménages de pouvoir se procurer d'autres types d'aliments spécifiques qu'ils n'ont pas pu produire dans leur jardin. Et l'impact du projet a vraiment été très positif, d'autant plus qu'il a contribué à réduire efficacement les taux de malnutrition au niveau des ménages ciblés. Next slide, please. Parlons à présent des exemples où Mercy Corps a utilisé l'approche dans un contexte de développement durable. Next slide, please. Je vais devoir d'abord commencer par parler comment cette approche a été utilisée dans le développement des chaînes de valeur agricoles. Permettez que je partage au fait avec vous l'expérience issue du programme PIDEC implémenté en République démocratique du Congo, qui est un programme au fait de stabilisation et de mitigation des conflits, qui a intégré au fait l'approche agroécologique basée sur des méthodes de modélisation pour la résilience agricole de développement existantes conduites par les coopératives agricoles en lien avec l'agriculture et le marché, comme les collègues l'ont dit précédemment. Et l'appui a consisté au fait à renforcer les capacités des responsables des coopératives sur l'approche afin qu'ils puissent être outillés et être capables de pouvoir au fait dupliquer cette formation à d'autres membres de la coopérative. L'approche a également promis une diversité de cultures à la place de la monoculture qui était jadis pratiquée par les coopératives pour diversifier non seulement les sources de revenus, mais aussi des sources alimentaires aux membres et de renforcer la capacité au fait des plantes à pouvoir résister aux maladies et parasites, pourquoi pas aussi aux événements extrêmes en fait, de la sécheresse et des perturbations en fait, climatiques. Next slide, please. Alors, comment l'approche a soutenu également le secteur d'élevage? Ici, je vais devoir partager une expérience avec le programme qui est en cours, le programme Nawiri du Kenya, qui est vraiment un programme complexe et multidimensionnel qui utilise en fait cette approche dans la production régénérative des fourrages. La stratégie optée pour ce programme, c'est d'intégrer en fait la production alimentaire, une fois couplée en fait avec la production des fourrages, ainsi que l'agroforesterie autour du système pour essayer un peu de diversifier la production alimentaire et d'inciter en fait une régénération des écosystèmes des pâturages dégradés à grande échelle. Next slide. Dans le cadre en fait, des aménagements des collines, next slide. Dans le cadre en fait, des aménagements des collines et des bassins versants, les programmes FARM et FSP qui ont été implémentés en République démocratique du Congo, ils ont considéré cette approche pour soutenir les initiatives de développement durable des communautés locales
Jonas, votre image est gelée. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, Jonas? Je pense qu'on a pu le perdre. Est-ce que les autres l'entendent ou est-ce qu'il est vraiment gelé? Non, son image est gelée. Bon, et il me semble qu'il lui restait qu'une seule diapo. Et donc, pour économiser du temps, parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous faudrait pour que son réseau revienne, peut-être que vous pouvez montrer rapidement la prochaine diapo, Bella. Et puis, on passera donc euh, à la période des questions. Je sais par le travail de Jonah que Nancy continue à travailler pour adapter, adopter ces approches dans de différents contextes où il travaille. Et la bonne nouvelle est qu'il commence à intégrer cette approche dans des programmes nouveaux. Donc, il y a de nouveaux apprentissages sur l'horizon, sur de différents programmes, par exemple au RDC et un nouveau programme en Indonésie. Donc, ils sont ravis de constater comment jusqu'à quel point on peut continuer à apprendre. Jonas, je vous ai interrompu, je m'excuse. Est-ce que c'est bon comme ça, Jonas? Peut-être si vous voulez éteindre votre image, on vous entendra. Bon, comme on a un peu de retard par rapport à notre programme, on va passer aux questions. Jonas, on peut profiter de ce temps. Si vous éteignez votre image, peut-être que votre audio reviendra. Euh, on peut profiter de ce temps. Donc là, vous pouvez partager toute réflexion que vous ayez. Ah, OK, il n'est toujours pas revenu. OK. Donc, on va marquer une pause. On dispose de 7 minutes pour des questions. Et si vous avez des questions brûlantes, euh, sur la base de l'information partagée jusqu'à maintenant, je dis que pendant le chat, Anaya a posé la question, est-ce qu'il faut créer des jardins de démonstration de perma-jardin ou euh, conception de résilience près des jardins conventionnels pour convaincre et pour... qui voudrait répondre à cette question? Si Jonas n'est pas de retour, peut-être que Warren peut y répondre. Euh, vous entendez, Jordan? OK. Ben, c'est une question excellente. Et donc, une des choses qui est euh, assez spéciale de cette approche, donc c'est basé sur la démonstration. Chaque fois on réalise un apprentissage, on laisse un site de démonstration. On commence par l'échelle la plus petite. On entre dans le permar jardin et on enseigne les principes, les processus de base, comment on les conçoit. Donc, euh, ça fait partie d'eux, c'est partie intégrante d'eux et ils peuvent l'appliquer à une échelle plus large. C'est une manière de l'aborder. Une autre manière d'aborder l'adoption de ça, c'est qu'on encourage, on travaille avec les agriculteurs et les groupes d'agriculteurs pour qu'ils consacrent 10% de leur terrain à cette conception et qu'ils comparent les résultats de cette approche avec ce qu'ils ont fait de façon euh, conventionnelle. Est-ce qu'on voit on constate que ça vaut la peine de faire les investissements, la préparation des sols et la planification pour obtenir la production qu'ils obtiennent par rapport aux approches plus conventionnelles. Donc, voici quelques approches et à nouveau, toutes les recherches, toutes les ressources, on vous en parlera davantage. Oui, une question de Fouad. Oui, oui, Fouad. Merci, merci. Je voulais parler à mon professeur Warren. Bonjour, je suis Fouad. On a beaucoup appris de Warren, ayant trait à
aux trois sœurs et aux trois frères. Mais on produit de la bonne nourriture, mais en basse quantité. Là, il y a de nouvelles technologies comme l'agriculture intelligence, l'hydroponique. Euh, comment aborder toutes ces solutions euh, de l'agriculture tenant compte de toutes les ressources d'eau et des sols. Merci. Merci. Warren, est-ce que vous voulez répondre à ces questions? Bonjour, Fouad, ça fait plaisir de vous entendre. Donc, j'examine la conception de résilience. On peut l'appliquer dans n'importe quel contexte. Si vous avez un programme d'un CER, euh, vous allez examiner la stabilité hydrologique, la préparation profonde des sols et construire le sol pour que le sol soit vivant. Vous travaillez avec la biologie, la chimie du sol et vous travaillez avec la biodiversité pour créer un système stable. Vous pouvez appliquer ça aux eaux hydroponiques, au système de serre. Il y a beaucoup de manières de penser à une conception des systèmes intégral. Comme vous savez, là où vous êtes, si vous avez vos plantes qui sont exposées au soleil direct de l'Occident qui est si intensif. Ces plantes vont s'assécher, elles vont se bagarrer. Il va falloir plus d'intrants pour que ces plantes restent en bonne santé. Donc, une chose, c'est de limiter ce soleil. Donc, la plupart des programmes de jardinage n'examinent pas les influences collatérales, mais à nouveau, on peut appliquer cela à n'importe quel contexte. On voit comment travailler avec les tendances naturelles et les processus naturels pour avoir le plus pour le moindre apport d'énergie. Merci, merci. Richard, est-ce que vous avez une question rapide? Oui, assez rapide. Bonjour, Warren. On a travaillé sur on a une collègue mutuelle, Carmen Blackwell, à JPL. La question que j'ai, c'est quel genre de technologie faut-il pour ces genres-là, ces sortes-là d'applications? Donc, on a travaillé sur la connaissance adaptative, la télédétection avec de la détection sur Terre. Quel genre de technologie est accessible, quelle technologie peut être déployée, qu'est-ce il faut, il peut y avoir beaucoup d'outils très sophistiqués, mais qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui peut être déployé? Je sais qu'on n'a qu'une petite minute, mais ça dépend du contexte. Euh, mais oui, il y a du tout. Il y a enfin du travail de laboratoire pour voir la densité de nutriments, euh, avoir des outils sur le terrain qui peuvent donner une compréhension de quelle quantité de micronutriments figurent dans une plante, jusqu'à l'utilisation de drones pour faire la cartographie, pour faire un processus de conception de manière exacte et aussi la télédétection par satellite et beaucoup du matériel in situ pour pouvoir compléter. Donc, c'est un processus en cours maintenant et Carmen est quelqu'un qui travaille avec nous sur ça et je m'arrête là parce que le temps s'épuise, mais il y a beaucoup de manières importantes d'utiliser la technologie pour la conception et pour la surveillance et l'évaluation et pour vérifier que les sites qui disent qu'ils font la conception de, euh,
résilience ont des déterminants sur le terrain qui disent oui, c'est un destin. Oui, très souvent, un programme dit qu'il est fait, mais ils ne font qu'une seule stratégie au lieu de tout un processus de conception. Oui, c'est très bien. Merci, Warren. On aura du temps pour plus de questions d'ici peu. Ceci dit, merci pour ces excellentes questions. Je vais passer la parole à Fortune pour partager les expériences de Takunda. Vous avez la parole, Takunda. Merci pour je m'appelle Fortune Teller. Je suis là pour euh, partager les expériences du programme Takunda sur les permajardins et la conception de résilience. Le programme Takunda est en train d'être mis en œuvre euh, au Zimbabwe. C'est une activité de résilience alimentaire financée par USAID. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le but du programme est de euh, obtenir une résilience équitable et durable pour la sécurité alimentaire et pour des revenus dans deux provinces de Zimbabwe, Mashengo et Makinalang. Prochaine diapo. Donc, en ce qui concerne ces programmes, on est en train de mettre en œuvre euh, dans les zones les plus affectées par les conditions climatiques, caractérisées par des conditions sévères climatiques dans les régions 4 et 5 de ces pays, euh, avec ces toiles de fond. Pour que les agriculteurs aient des productions significatives, la conception de résilience est une voie viable pour chaque pour que chaque itération soit pertinente et durable, elle doit répondre à des problèmes pérennes dans cet espace. Pour ces programmes, les programmes de Tagunda euh, visent à engager les communautés dans un processus d'inclusion où les aspirations, les points de vue de la communauté sur comment elle peut aborder des problèmes vis-à-vis de la sécurité alimentaire. Et la conception de résilience est une manière d'aborder ces défis à la production d'aliments, la malnutrition et, et l'érosion des sols. Et donc, cet processus a incorporé la conception de résilience comme moyen d'aborder ces défis. Merci. Donc, comment le programme a été lancé euh, de, à travers l'approche de visionnage de la communauté pour mettre en relief les défis. C'était des questions vis-à-vis d'une manque d'humidité, un manque d'humidité au sol et le fait que le sol appauvrissait en termes de leur fertilité. Ces deux questions étaient les points de départ pour des processus de comment le programme pouvait aborder ces défis pour satisfaire les besoins des agriculteurs. Ce concept de jardinage a été déployé à travers les, les écoles pour les fermiers sur place. Et donc, le programme a ciblé ces foyers avec des femmes en âge reproductif et des enfants de moins de 5 ans pour s'assurer qu'ils seraient exposés au processus Bernard Jardin pour que les besoins nutritionnels soient pris en compte.
Donc, ce programme, comment quel a été son impact sur le processus euh, d'agriculture? Comment est-ce que les différentes parties prenantes ont appliqué ces concepts? Le gouvernement du Zimbabwe a écrit le, la concept Zimbabwe qui sont des pratiques où on groupe les agricultures pour euh, mettre en œuvre la conservation dans l'agriculture. Donc, dans cet espace, on a incorporé la conception de la résilience pour aborder le facteur le plus limitant qui est l'humidité des sols. On a amélioré la capacité de retenir de l'eau des sols pour, pour, pour les cultures à long terme, pour, pour contrer les effets du stress à l'humidité. Les photos euh, là, démontrent comment ces structures ont augmenté l'humidité des sols. Quelques résultats. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en termes des réussites de ce programme, les réussites de ces programmes, on a vu que les agriculteurs ont doublé leur rendement grâce à ces conceptions de résilience. Et pas seulement cela, ils ont même augmenté la gamme de cultures. Quelques fermiers ont pu cultiver jusqu'à 27 espèces de cultures sur leur terre. La conception de résilience ont augmenté les rendements résilience grâce à cette conception avec les efforts de conservation, il y a une amélioration du rendement, une duplication de ce rendement. On est passé de à 500 kg à 1100 kg sur un lot de terrain de 0,25 hectares. Et les femmes ont informé de ça grâce à la grande variété des cultures au niveau du foyer, leur possibilité de choisir les légumes euh, cette approche de conception de résilience a un impact sur les nappes phréatiques euh, et aussi pour la fourniture de l'eau au niveau du foyer. Donc, lorsqu'on on a pu utiliser euh, on est passé de 7 mois à 10 mois de fourniture d'eau grâce à cette conception. Donc, pour le voir visuellement, vous pouvez constater la trajectoire de comme l'augmentation de rendement euh, pendant 3 saisons, la période avant la mise en œuvre de cette conception, après, avec l'application de ces structures de résilience à l'intérieur de la conservation, on voit qu'un fermier a commencé avec le maïs à 400 kg avant cette pratique et on peut constater que ce rendement a continué à augmenter jusqu'au moment de 2022 et ce fermier a cultivé 1,3 kg sur un lot de
7,25 hectares. Donc, voici des rendements dans cet espace. Oui. Quelques apprentissages clés des apprentissages sur le terrain. Il faut mettre en œuvre cette approche de manière graduelle, peu à peu. Donc, initialement, la mise en œuvre, il, il faut faire en sorte que les agriculteurs, euh, s'ils font, qu'ils ils fassent la mise en œuvre lorsqu'il y a toujours de l'humidité résiduelle et qu'ils mettent en œuvre la structure de manière rotative pour diminuer la charge, le poids sur les différents foyers. À nouveau, c'est une opportunité pour que les agriculteurs mettent en œuvre ces pratiques grâce à la mécanisation. On a vu à travers l'utilisation des drones sont utilisés pour la cueillette initiale. Désolé, son son n'est pas clair. Il faut en profiter de ça pour augmenter le rendement euh, des agricultures. Il y a des défis, mais on aborde euh, le défi. On met des clôtures pour protéger les structures de la dévastation des animaux qui rôdent dans les zones. Avec ces clôtures, on travaille ensemble, les fermiers travaillent ensemble pour protéger leurs champs des animaux qui se déplacent pendant la saison sèche. Voici les expériences qu'on a observées sur le terrain et les agriculteurs témoignent que cette pratique a changé leur vie en ce qui concerne la disponibilité et la sécurité des aliments au niveau du foyer. De toutes les pratiques, on a prêté beaucoup d'attention et on a beaucoup loué euh, les stations de plantation interliées qui étaient une amélioration sur le, les, le- les méthodes de plantation. Donc, de manière intégrale, si les agriculteurs utilisent euh, toutes ces expériences, euh, les rendements tout le long de 3 saisons au Zimbabwe ont été en constante augmentation et croissance. Merci. C'est une présentation fantastique. Evelyne va parler des résultats du travail de African Women Rising à l'Ouganda. Merci, Evelyne. Je travaille avec African Women Rising pour améliorer les paysages et le fonctionnement du paysage et la sécurité alimentaire en Ouganda. African Women Rising, une présentation. On a commencé à travailler dans le nord de l'Ouganda à partir de 2006 avec 100% du personnel sont basés en Ouganda, même la haute direction, les décideurs de l'organisation. On, on opère en Ouganda du Nord depuis 2006. Euh, continuez, Hélène. Euh, Africa Women Rising, on a commencé en 2012 dans une région
post-conflit du nord de l'Ouganda et on a conçu une approche de perma-jardinage pour répondre à une insécurité alimentaire chronique en Ouganda. On l'a dénommé la saison sèche. Vous pouvez voir notre approche. Et le but était de maximiser la production dans un espace réduit, surtout pour ceux qui n'avaient pas beaucoup de terre. Donc, on a conçu un espace réduit avec une plantation intensive dans la propre enceinte. Donc, la croissance de l'approche du perma-jardinage, on a commencé par concevoir le jardin avec une clôture et on a commencé par développer une formation de 3 jours au sein de la communauté et le jardin, on a construit un jardin de démonstration pendant la formation qui est gérée par les agriculteurs. On a constaté que le jardin clôturé ne pouvait pas subvenir aux besoins du foyer. On a commencé à reconcevoir en utilisant une conception résiliente et on a vu quelle était la meilleure manière de travailler avec la nature et avec la tendance de la terre pour maximiser l'activité de toute l'enceinte. On, on a on a laissé 5 euh, semences pour des arbres et on a planté euh, des arbres de différentes espèces qui, ces jeunes plants, ces semis grandissent à de différentes vitesses. On avait plusieurs donc, cultures qui euh, grandissaient dans un seul foyer. À partir de ces formations, on s'est rendu compte qu'il fallait inclure des arbres de fruits pérennes pour assurer des revenus pour les foyers et aussi un certain niveau nutritionnel. En 2017, on a eu un influx de réfugiés du sud du Soudan jusqu'au nord de l'Ouganda. Comme j'ai euh, évoqué, Africa Rising a commencé à travailler en 2006 au nord de l'Ouganda. On était déjà présent dans la communauté. Quand on voit la photo, euh, on voit les installations des nouveaux arrivés. Le terrain était un, assez aride et, et il y avait il y avait beaucoup, euh, euh, il y avait un retard de croissance dans la région là. Il n'y avait pas suffisamment de nourriture. Donc, passons à la prochaine diapo. Comme réponse à l'influx de réfugiés, on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'activités de jardinage dans la zone de peuplement. Et là, on a examiné l'approche de jardinage qui avait été mise en œuvre par d'autres ONG comme le jardin qu'on voit au centre. Plusieurs de ces approches n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que la plupart étaient, il y avait des manques d'eau et la plupart des programmes euh, donnaient des intrants, mais il n'y avait pas de suivi. Les programmes donnaient des jeunes plants, mais il n'y avait pas de gestion par la suite. La plupart
mais ça a fini par assécher. Donc, on a appris qu'il y avait très peu de suivi sur les intrants une fois que d'autres agences les présentaient. Passons à la diapo suivante. Les African Women Approach a eu l'approche de permajardinage. On utilisait l'approche d'enceinte intégrale pour chaque réfugié. D'abord, on priorisait la diversité des cultures où on intégrait les premières plantes à une plante qui peut arriver à maturation en 10 jours à une plante qui met un mois, etc. Et on les intègre dans le système. On a conçu le système pour s'assurer que chaque zone de l'enceinte serait productive. Ici, dans la photo, l'enceinte a été conçue pour donner de la nourriture au foyer en tenant compte de la biodiversité et la nutrition. On a reconçu toute l'enceinte avec des extracteurs de d'eau pour contrôler le débit d'eau dans le sol pour avoir la résilience, pour assurer la continuité de croissance des cultures. On a ajouté de différentes sols. On n'a pas laissé exposer les sols. La biomasse où on pouvait planter des cultures pour augmenter les nutriments, les contenus en nutriments du sol. Le permajardinage, on fait d'abord la conception, on comprend la tendance du sol, comment donc quand vous examinez ces diapos, il y a beaucoup d'activités concrètes pour introduire plus d'eau dans le système. Même avant la plantation des cultures, on met beaucoup d'eau dans le sol, on comprend et on voit comment mieux utiliser le système. Et les eaux usées sont réutilisées pour que toute l'enceinte soit productive. Passons à la diapo pour voir quels sont les résultats de ces systèmes de distribution d'eau. Les structures d'eau sont conçues euh, dans une zone arabe, peuvent donner lieu à une forêt alimentaire. Dans une forêt alimentaire, on ne se base pas sur une seule culture. C'est ce qu'on appelle l'agriculture régénérative, régénératrice. Beaucoup. On voit qu'on construit beaucoup de structures. Il y a beaucoup de cultures. On a les cultures de couverture, la culture de croissance moyenne. Tout le système produit chaque semaine, chaque mois. On, donc, on cible les besoins à court terme et à long terme. À l'intérieur de cette forêt alimentaire, on s'est focalisé sur comment continuer à améliorer le système. Donc, il y a une vérification, une surveillance et une plantation constante et continue pour produire pour les foyers. Les facteurs de réussite. D'abord, on travaille avec
on ne travaille qu'avec des partenaires qui peuvent financer les coûts administratifs et opérationnels. On a un autre financement pour 2 mois, 3 mois, 5 mois, mais ce n'est pas un temps suffisant pour donner un soutien technique sur la conception de résilience. Une autre raison de notre réussite est que nous abordons les besoins immédiats en matière de nourriture en même temps qu'on fait la planification pour l'avenir. En, en plantant des plants, des cultures qui arrivent à maturation très vite, comme vous pouvez constater par la photo, les foyers ne souffrent pas. D'autres facteurs de réussite. On a une forte participation de la communauté à travers laquelle nos personnels et les participants à nos programmes travaillent ensemble pour s'entraider. Et dans la conception de la résilience, et les membres du groupe se soutiennent dans le travail de rotation pour maximiser la production. On a les membres de la communauté et qui sont toujours présents sur place. Même si on n'est pas là, notre personnel est présent sur le terrain. On a aussi des vérifications de qualité. On a développé une liste de vérifications pour s'assurer que les principes clés de conception résilience sont suivis dans chaque perma-jardin. On s'assure que il y a un soutien technique pendant toute l'année pour chaque participant. Chaque participant de African Women Rising reçoit à peu près 24 visites de notre personnel. Et dernièrement, au fur et à mesure que s'accroît le besoin de l'agriculture régénératrice, on travaille avec plusieurs partenaires. African Women Rising a ouvert des formations, un centre de formation, de recherche et démonstration dans dans la zone de peuplement réfugié Palabek. Et donc, on a, et Loknenon veut dire changeons notre mentalité. Ce site a été lancé au mois de 2023 pour qu'on apprenne davantage sur l'agriculture génératrice. Et le gouvernement de l'Ouganda nous a octroyé un lot de terre, un terrain complètement rocheuse, totalement exposé, qu'on avait utilisé pour faire des briques, mais là, on a construit une forêt et on commence à former d'autres personnes sur l'agriculture conçue pour la résilience et on obtient des partenaires locaux parce que c'est la seule manière de s'accroître et de créer un système agricole durable. Merci de votre attention. Merci, Evelyne, c'était fantastique. On dispose d'à peu près 15 minutes pour des questions, des réponses. Et je pense qu'il y a plusieurs questions qui ont été traduites dans le chat et dans la question-réponse, dont certaines ont déjà eu une réponse. On va examiner cela. Je pense que il vaudrait la peine. Il y a eu certaines questions sur
qu'est-ce qu'on fait sous de certaines conditions, par exemple les inondations, lorsque les ressources en eau sont euh, limitées. Mais il y a eu des réponses dans le chat, mais la question pour Evelyne, dans votre expérience à Palibek, vous avez mis combien de temps pour établir les jardins à partir du moment où vous avez préparé le terrain, au moment où les foyers peuvent commencer à réaliser la récolte? Dans mon expérience, après un jour, on a commencé à l'établir parce que notre conception a pris quelques heures et puis on a commencé par une activité très simple, mais dans la conception de résilience, elle n'est pas complète dans un seul jour, même en 3 jours. Vous aurez construit les structures, mais il faut euh, continuer à reconstruire après un jour. Vous pouvez avoir construire le jardin, mais il faut ajouter des morceaux pour qu'il soit plus productif. À partir du moment où vous avez achevé l'établissement du site jusqu'au moment où les foyers peuvent récolter de la nourriture, ça met combien de temps? Bon, on incorpore les plantes avec différentes périodes de euh, maturité. Donc, ça a mis 10 jours, la première plante met 10 jours. Donc, je me rappelle que Warren a dit que dans une période de 10 jours à 2 semaines, les gens peuvent manger à partir du jardin. Mais euh, il y a une question de Dieu donné sur la question de, en plus de le renforcement des capacités, quels sont les soutiens qui sont fournis par ces projets, à part les formations et le renforcement des capacités, quels sont les autres éléments importants de soutien qui sont fournis par un projet qui considère le permajarnissage ou la conception de résilience. Et cette question est ouverte à toute personne qui voudrait intervenir. Bon, merci pour Jonas aussi, s'il veut. Euh, à part l'assistance technique et l'information, on leur fournit surtout dans Palibek, on leur donne des intrants, on leur donne des semences à partir desquelles on leur donne d'outils d'agriculture parce qu'ils sont venus sans leurs outils, sans leurs semences de leur pays. Après, ils continuent. Je voulais ajouter une des choses que fait African Women Rising. On fait la promotion de donner des semences qui sont dont la pollination est ouverte pour pouvoir les dupliquer. De cette manière, on construit la résilience et non la dépendance. Jonas. Je voulais aussi ajouter un point, c'est par rapport à la facilitation d'accès au marché, surtout lorsque les producteurs sont arrivés au fait à produire plus et qu'ils ont un problème d'accès au marché. Nous essayons un peu de les connecter avec le marché extérieur afin qu'ils puissent vraiment écouler leurs produits et gagner plus de revenus. C'est un point très bon. Peut-être que vous auriez quelque chose à dire sur l'importance de faire un suivi régulier et de d'examiner les problèmes parce que ce sont des pratiques adaptives ou réitératives. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, merci Jane. De mon côté, en termes de quelles autres choses ces approches font, on a observé que cette approche
n'a pas seulement un impact sur le terrain et pour le permanent jardin, mais il y a des programmes d'irrigation d'origine solaire qui ont euh, adopté le permanent jardinage. Et donc, ce qu'on a observé, c'est qu'une réduction dans la fréquence d'irrigation et dans l'exigence d'eau euh, de 50% grâce à la mise en œuvre de la conception de permajardinage et l'idée d'arriver à des couches plus profondes du soleil, ce qui aide beaucoup dans ces situations où les gens peuvent avoir plus d'eau pour le bétail. Et tout cela a été adopté grâce à la conception de permajardinage. C'est un point très bien, très bon. Et, et je, et d'autres contextes comme les environnements de stress d'eau ou les ressources d'eau sont difficiles et en Soudan du Sud, l'inondation sont une question et on nous a dit dans le chat que ces approches sont bonnes pour tous les deux. Euh, Elles aident à stocker l'eau dans le sol où il y a moins de pluie et ils peuvent aussi agir dans les cas d'inondation. Est-ce qu'on veut parler de l'adaptabilité on a eu des réponses dans les chats, mais euh, oui, Jen, je voudrais parler de certaines expériences ici en Zimbabwe. On a eu un cyclone en mars de 2019 où on a vu que dans cette zone, que ces foyers qui pratiquaient le permajardinage et la résilience étaient moins affectés par les inondations par rapport à certains foyers qui ne participaient pas dans la même zone. Pourquoi? Parce que les concepts de permajardinage est basé sur le principe qu'on fait la récolte de l'eau de pluie et elle est distribuée, elle ralentit en ce qui concerne la vitesse euh, à laquelle elle s'achemine vers des structures et elle est enfouie dans la terre. C'est la présence de ces structures, l'impact de l'inondation a été réduit dans ces zones qui ont éprouvé des inondations. Merci. Oui, oui, c'est un bon point à signaler. Donc, il y a eu aussi des questions autour d'autres bénéfices ou d'autres éléments de la pratique, y compris. Il y a eu une question sur comment contrôler les animaux et Jonas a parlé du besoin de clôture et d'autres sortes de protection face au vent et face au soleil. Est-ce que vous voulez parler de la protection comme principe général de cette approche? Oui, merci. Permettez-moi de dire quelque chose sur la protection. À African Women Rising, la protection fait partie de la liste de vérification. On encourage les clôtures, surtout avec une clôture vivante. Et la protection ne finit pas là. Ce n'est pas seulement les animaux. Il faut protéger contre les plagues, contre le soleil. Et donc, euh, tout ce qu'on fait dans la protection, c'est s'assurer. Euh, il faut protéger contre les insectes nuisibles. Euh, euh, il y a des remèdes biologiques contre les insectes nuisibles et on peut après faire un processus de euh, pulvérisation des sprays. Une autre manière de voir la protection est
avoir une biologie biodiverse des sols qui permettent que les plantes absorbent le micronutrient qui les aide à se protéger face aux maladies et les insectes nuisibles. On examine plusieurs couches de protection. Les autres ont parlé de la protection des inondations parce que les mêmes structures, si elles sont bien conçues et interliées, qui font la récolte de l'eau de pluie, atténuent les inondations. Elles permettent que l'eau passe graduellement par le sol dans un cas d'inondation. Et comme ça, on peut garder la base des sols dans plusieurs euh, exploitations. Et ce n'est pas un manque de nutriments, mais les pluies les veulent, ces nutriments, parce qu'il n'y a pas de stabilisation hydrologique sur leur jardin ou sur leur exploitation. Donc, la question de la protection est multidimensionnelle. Je voulais simplement ajouter ce point. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Excusez, c'est Euh, Jonas. et- Je voulais encore peut-être ajouter une autre dimension de la protection, surtout dans les contextes des conflits. La protection, en fait, elle a été prise en compte surtout pour protéger l'être humain, par exemple les producteurs, dans des zones surtout insécurisées, en promouvant en fait les jardins permanents des cases autour des maisons pour protéger les producteurs au lieu d'aller se faire attaquer par les rebelles dans des champs plus lointains. Ils viennent maintenant produire autour de leurs cases et se protéger en fait contre ces rebelles-là qui devraient peut-être les ôter la vie ou bien les kidnapper. Merci. Euh, si j'ai bien compris, Jonas, vous voulez dire que pouvoir produire de la nourriture près de la maison est très important pour l'accès et la sécurité des personnes. Donc, il y a eu une question très bonne dans le chat qui est très bonne pour tous les présentateurs qui a trait à comprendre les différents niveaux de sophistication, l'échelle de ces approches. Est-ce que vous avez des guides recommandés pour ceux qui commencent à intégrer ces bonnes pratiques. Pour les débutants, je sais que c'est un concept de base et pour le permajardin et pour la conception de résilience, c'est de commencer par le petit. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Permettez-moi d'évoquer que dans les ressources que je viens d'évoquer, il y a une série de vidéos merveilleuses sur le permajardinage et ça vous permettrait de voir le processus que je suggère aux gens, c'est d'examiner une manière d'avoir un formateur qui travaille avec votre programme ou les gens de votre programme qui se trouve dans une formation. Ça sera donc le thème d'un prochain webinaire. Quelles sont les ressources disponibles? Oh, excellent, c'est un pitch excellent car vous avez une question à Fortune. Comment adopter Takunda, le processus de recherche et développement au contexte de Machingo? Est-ce que vous avez mesuré quels étaient les éléments adaptés par les agriculteurs dans ces séances éducatives? Est-ce que vous auriez d'autres perspectives à partager avec nous? Merci de cette question comme on a évoqué tout à l'heure, euh, euh, les, les fermiers pratiquent la bonne agriculture là où ils sont. Donc, pour Machingo spécifiquement, c'est le fait que les zones dans lesquelles on travaille étaient trop sèches et donc l'humidité du sol était un facteur qui contrôlait l'activité production de nourriture. Donc, la plantation interliée au système était une des choses les plus réussies adoptées
par les fermiers à cause du fait que ces rangées de plantations interliées ont augmenté la, la surface de pluie récoltée et ces concepts faisaient partie des bonnes pratiques des fermiers. Elle était facile à adopter. Et le concept de permanent jardin, on a commencé par le petit, on a utilisé ce concept de 10% que le fermier maintenant puisse produire une variété de légumes à portée de leur ferme et ils n'ont pas obligé de voyager loin pour produire des légumes près des fleuves. Grâce à ces conceptions de perma-jardinage. Merci. Ah, c'est excellent. Merci, merci. Je vois il y a quelques questions dans le chat. Il y a une question sur la documentation des augmentations de sol et la capacité de retenir de l'humidité dans les jardins et dans les sols, pardon, dans les jardins, dans les champs. Et je ne sais pas si vous l'avez capté. Je sais que parfois les résultats sont anecdotiques, ce que Fortune a dit dans sa présentation sur la différence visible dans la capacité, dans la disponibilité d'eau de pluie après avoir adopté Warner hoche la tête. Oui, une des choses qu'on fait en partenariat avec Africa Women Rising et d'autres organisations, c'est pour il y a des nouveautés dans la recherche euh, qui peuvent être utiles pour faire le suivi. Donc, on a un partenariat formel avec NASA, l'Organisation de l'espace ici aux États-Unis, et eux, ils ont des nouvelles technologies satellitaires qui peuvent mesurer les taux de la vitesse d'infiltration d'eau dans des zones plus restreintes et travailler avec des drones pour examiner la végétation et comment la végétation retient de l'humidité. Il y a eu des nouveautés très intéressantes. On commence à faire de la recherche sur le site Locneno évoqué par Evelyne et on travaille ensemble avec plusieurs agences pour voir des différentes manières de mesurer la réussite avec des déterminants sur le sol et puis mettre ça en relation. Ben, Fortune disait que cette personne a doublé sa production, bon, examiner des niveaux de nutrition dans les plantes et je pense que c'est là où parfois les programmes de nutrition restent à côté de la plaque parce qu'ils ne voient pas la densité de la nutrition. On est en partenariat avec une université locale. Voici quelques systèmes pour l'examiner. On l'examine sur le terrain. Bon, on touche à la fin. J'ai inclus un lien euh, dans les chats, passer quelques minutes à répondre à l'enquête, mais on a la, la, l'intention de continuer à offrir des webinaires l'année prochaine. Vous pouvez répondre sur l'enquête. Euh, L'événement a été enregistré. On va les poster sur le réseau et je rappelle tout le monde que cette conversation continuera dans un deuxième webinaire dans euh, euh, cette série, le prochain 12 euh, euh, décembre, où on va on va souligner les outils pour lancer vos programmes, y compris la troisième édition du manuel de permajardinage. Merci à tous les présentateurs et à vous tous pour vos apports à cette conversation. Gardez les contacts, abonnez-vous à notre bulletin. N'hésitez pas à nous envoyer des emails avec des questions. J'espère vous voir tous la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Les, Au revoir. Au revoir.